Bonsoir et bienvenue sur Total Sport Média pour cette émission après l'annonce des révélations de l'année 2019-2020 de la LNH. On a pris la décision de prendre le direct juste après pour débriefer un petit peu dans une première partie avec l'USAM et après on continuera avec les autres joueurs qui ont remporté les trophées. Je suis avec Stéphane, avec qui on a fait un nombre incalculable de matchs, je le répète, de Lidl Star League ensemble. Bonsoir, mon Stéphane. Salut, mon Dorian. Marian Lacombe, qui nous fait le plaisir aussi d'être ici, qui a été joueur de handball et aussi arbitre. Bonsoir, Marian. Bonsoir à tous. Il y a aussi Elohim Prandi, l'arrière-gauche de l'USAM Lingard, qui nous fait le plaisir d'être présent avec nous. Bonsoir Elohim. Bonsoir à tous. Franck Maurice, l'entraîneur de l'USAM. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors on va commencer avec Elohim, forcément élu meilleur arrière-gauche et également le meilleur but de la saison 2019-2020. Elohim, forcément, c'est la cerise sur le gâteau, c'est récompense en fin d'année, mais qui se termine malheureusement avant son terme. Quelle est ta réaction ? Très satisfait parce que tout le monde sait que le championnat, chaque année, il s'endurcit et il devient de plus en plus dense, qu'en l'occurrence à mon poste, il y a quand même pas mal de joueurs de très haut niveau et qui peuvent prétendre à ce titre-là à la fin de la saison. Maintenant, voilà, je suis très, très heureux qu'on ait voté pour moi et moi, je tiens à remercier toutes ces personnes-là, toutes les personnes aussi de l'USAM parce que c'est mon club et les partenaires, les abonnés qui sur un terme personnel m'ont suivi et m'ont beaucoup aidé aussi dans la façon, on va dire, de m'épanouir au sein du club. Et voilà, mais ça passe aussi par le collectif parce que beaucoup de personnes voient aussi l'individualité, mais tout ce qu'il y a autour, il y a les personnes qui arrivent à me mettre dans de très bonnes positions, qui arrivent à me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir être performant. Donc merci aussi à toutes ces personnes-là, au staff, à mes coéquipiers, au président et tout le reste. Et voilà, quoi, partir de cette façon, conclure de cette façon, pour moi, c'est la meilleure et j'en suis très, très, très satisfait, très heureux. Conclure de cette façon après 3 saisons passées dans le Gard. Tout le monde le sait maintenant, hein, c'est plus une surprise. Hein, la saison prochaine, ça sera direction le Paris Saint-Germain pour une nouvelle aventure, pour de nouvelles découvertes hein, avec la Ligue des Champions. Et puis bon, tu l'avais dit, hein, remporter des titres aussi, c'est important pour un joueur. Un joueur comme toi qui a été aussi sélectionné en équipe de France pour la première fois cette année. Voilà, donc finalement, l'enchaînement de ces 3 saisons qui se finit par cette récompense et aussi par le meilleur but, ce magnifique but que je regardais encore ce matin et que j'avais encore la chair de poule pendant l'émission de tout à l'heure quand je vois ce missile lancé. Je pense que l'année prochaine, il faudra que tu essayes, mais quand tu joues contre l'USAM, de moins fort, non? Après, et on salue David Tébib, le président Bonsoir. de l'USAM et vice-président de la Ligue nationale de handball. Bonsoir David. Bonsoir, merci beaucoup pour cet accueil et de mettre en avant la Green Team et ses vainqueurs de trophées, mais aussi
une pensée spéciale à ceux qui ont été nommés et qui n'ont pas gagné. Et d'ailleurs, Franck le méritait vraiment. Mais je lui ai dit, enfin bref, voilà. Donc, avec plaisir de vous retrouver, les amis. Merci Président. Franck, forcément, Elohim, qui remporte donc le trophée de meilleur arrière-gauche, en plus du meilleur but de la saison. Puis aussi, il y a Momo Sanad, qui était tout content de gagner aussi ce titre. C'est aussi une victoire pour le staff, Franck. C'est une victoire pour tout le club. C'est tous ceux qui, comme l'a dit Elohim, font que l'équipe première travaille dans des conditions extraordinaires et que les joueurs peuvent s'exprimer dans les meilleures conditions tout au long de l'année. Je suis très content pour Momo, je suis très content pour Elo, pour les joueurs aussi qui ont été nommés à leur poste, à Luc Toby, à O'Brien Niateux. Momo, je dirais, c'est le trophée de la continuité. Et Quentin Dupuis, oui, pour le meilleur défenseur. Momo, c'est le trophée de la continuité. Et puis Elo, c'est le trophée de l'explosion. Donc, c'est ces deux parcours qui sont différents. Elo a passé 3 ans avec nous et il est passé d'un jeune joueur en devenir au meilleur arrière-gauche du championnat. Donc, ça montre tout le chemin qu'il a parcouru et que l'on a parcouru. Quand je dis on, c'est le club et Elo avec lui pendant cette période. Et puis Momo, ça fait lui aussi 4 ans qu'il est comme s'il était Nîmois d'origine. Donc, je suis vraiment content pour lui. Paradoxalement, et je lui ai dit, c'est certainement pas sa saison la plus aboutie à l'USAM à Momo, mais c'est celle où il est reconnu par ses pairs et c'est finalement mérité par rapport à tout ce qu'il a accompli. Voilà. Mais ces trophées-là, comme les joueurs qui ont été nommés, c'est effectivement toute la progression de l'équipe et du club qui est à mettre en valeur. Effectivement, Momo qui a été élu donc au poste de meilleur ailier droit, le pharaon de cette équipe avec 84 réalisations quand même en Lidl Star League, même si elle n'a pas arrivé à son terme. C'était aussi le meilleur buteur en championnat d'Europe. On le félicite très sincèrement, Momo, qui s'excuse de ne pas être présent ce soir pour ce live. Un contrat forcément rempli pour l'Égyptien qui est en terre gardoise. David, forcément très fier en tant que président d'avoir 2 personnes récompensées, même s'il y aurait pu y en avoir plus ce soir, mais vous êtes content du travail qui a été réalisé cette année, mais les autres années aussi, mais plus particulièrement cette année. Déjà, la première des choses, c'est que je crois que c'est l'USAM Limgar est la deuxième équipe la plus représentée derrière le Paris Saint-Germain. Je suis heureux aussi puisqu'on a 2 vainqueurs et le plus beau but. Et je crois qu'on est devant Montpellier là aussi, une fois de plus, sur cette saison. Donc, petit plaisir aussi à l'arrivée. Non, je plaisante, bien évidemment. Non, c'est un plaisir pour les vainqueurs et je les félicite encore une nouvelle fois. Elo, fantastique et largement mérité. Momo, enfin consacré et mérité également au vu de la régularité, de la performance extrêmement élevée de Momo durant toutes les saisons depuis qu'il est à l'USAM Limgar. Après, comme l'a dit Franck, c'est l'ensemble d'un club qui a travaillé, c'est l'ensemble d'un club qui travaille main dans la main et on est vraiment très, très heureux de tout ce qui arrive aujourd'hui au club. Le plus difficile, c'est pas pour l'instant d'y être arrivé, ça a été très dur, on n'oublie pas, on se rappelle avec Franck tous les moments passés, et j'associe Jérôme, mais tout l'ensemble du club, pour arriver à ce résultat-là ce soir. Ça paraît évident qu'il y ait tous ces joueurs nommés, qu'il y ait deux vainqueurs,
mais ça a été un long travail. Et je crois que le plus difficile nous attend maintenant. Pour rester tout en haut là, de la montagne, là, dans les cimes de haute altitude, il va manquer d'oxygène, hein, ça va être dur. Mais on a envie de s'accrocher, on a envie de faire de belles choses, on a envie que cette saison reprenne. Petite pensée aussi au Green Cop et à l'ensemble des supporters. Je crois qu'aujourd'hui, Hello, il quitte le Parnasse infernal. Mais il le sait, et tous les joueurs le savent, ils sont transcendés. Même vous, journalistes, vous êtes des fois étonnés de cette ambiance incroyable dans ce Parnasse infernal. Et vraiment, je crois que la performance, on peut la partager aussi avec eux parce que ça pousse les joueurs, ça pousse le staff, ça galvanise. Quand on a un tel public, de tels supporters, franchement, c'est fantastique, il nous manque. J'espère qu'ils vont bien. Et puis, voilà, rendez-vous pour de nouvelles aventures la saison prochaine. Et justement, président ou Franck, est-ce que vous attendiez, quand on regarde le nombre de nommés cette saison et d'ailleurs les vainqueurs au final, mais est-ce que vous attendiez à une progression aussi fulgurante cette saison de l'USAM? Moi, elle est tout sauf fulgurante. Hein. Ouais. Si on reprend les derniers classements, c'est 8, 6, 5, 3. Hein. Donc, on a la progression, elle est linéaire. David l'a dit, c'est un travail. C'est pas juste la graine d'Astérix et Cléopâtre, hein, celle qui pousse en 1 millième de seconde et vous avez un énorme palmier géant. C'est pas celle-là. Hein. C'est celle qu'on a plantée il y a longtemps, qu'on a arrosée avec soin, on a retourné la terre, on a pris du temps pour la travailler. Et il n'y a pas que ce qui se passe sur le terrain. Excusez-moi, il y a tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, l'USAM, c'est une équipe qui est à la fois capable de faire éclore un talent exceptionnel comme les Elohim, mais aussi de conserver un autre talent exceptionnel, puisque c'est l'un des meilleurs ailiers droits du monde, comme Mohamed Sanad. De transformer un joueur comme O'Brien Niateux, de confirmer un joueur comme Luc Toby, de former et d'amener au plus haut niveau un joueur comme Quentin Dupuis. Je pense aussi à Rémi Desbonnets, qui aurait dû être dans cette sélection-là, si ce n'est dans les trophées, à minima, je pense, dans les nominés. Donc, on a là cette capacité aujourd'hui à produire du jeu, à faire éclore et à accompagner des joueurs dans une ambiance qui est à la fois une ambiance torride, comme le disait David, mais qui reste aussi une ambiance familiale. C'est ce qui fait notre force. Oui, et puis tout ça dans un budget qui est un budget médian du championnat. On n'est pas dans les gros budgets. Hein. Je vous rappelle que devant nous, on a le club de Nantes qui est à 7 millions d'euros, un autre qui est le Paris Saint-Germain qui est à 15 millions d'euros, et on a derrière nous Montpellier qui est à 7-8 millions d'euros. Donc aujourd'hui, ce qu'on arrive à réaliser, c'est extrêmement difficile. C'est le fruit de beaucoup de travail, comme vient de le dire Franck, mais surtout, je crois que la dimension humaine de ce club et la passion qu'il y a dans ce club et l'honnêteté de vivre ces moments, hein. Je crois que vous avez partagé de grands moments en déplacement, etc. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a une âme dans ce club et on est garant, Franck et Jérôme et tous les autres, l'ensemble du staff. Nous sommes les garants de ces valeurs, nous sommes les garants de porter et de faire en sorte que l'USAM Gare continue à grandir sans oublier son passé. Je pense que c'est effectivement une des plus belles démonstrations, l'USAM, comme quoi l'argent unique ne fait pas tout et derrière il y a vraiment, on les a vus hein, tout au long de la saison, mais les valeurs, les principes qui sont dits et je pense que c'est ça qui a fait aussi derrière tout l'âme de l'équipe, comme vous venez si bien de le dire. Moi, je rajouterais un petit truc parce que pour ceux qui ont suivi le film, on va dire, de la remise des trophées, la remise des trophées, c'est vraiment symbolique de ce que représente l'USAM. Elohim, il a voulu mettre en avant un partenaire qui est Océan, qui a continué à travailler pendant la crise et qui s'est démené pour maintenir son activité et faire que les rues de Nîmes et les rues de nombreuses villes du Gard ont continué à être propres.
Et puis Momo Salad, il a tenu à mettre en avant le frère d'un de ses coéquipiers qui est infirmier et qui a été au cœur des urgences et qui lui a été pris dans le tourbillon de ce qu'a été le Covid-19. Donc ça vous situe à peu près où sont les valeurs de l'USAM entre la reconnaissance des partenaires, de la famille des partenaires de l'USAM et aussi les valeurs que sont les nôtres attachées à ceux qui aujourd'hui sont au cœur du dispositif. Merci, merci Franck. Elohim, avant de nous quitter, quel est le message, le dernier, parce que c'est la dernière émission où tu es sous la bannière de l'USAM Nîmes-Gard. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tout le staff, à tout le club, à toute cette famille de l'USAM qui t'a accompagné pendant ces 3 ans dans cette équipe? Bah, tout d'abord, merci parce que miser sur un jeune de 19 ans qui a pas prouvé grand chose en championnat et de le lancer pardon, je sais pas si ça a coupé, mais de le lancer dans le grand bain, c'est un risque. Donc moi, j'avais envie d'être à la hauteur et de pouvoir progresser de la meilleure des façons, puis avec tout ce qu'il fallait autour pour pouvoir m'épanouir en toute sérénité et aussi de grandir en tant que personne parce qu'il faut aussi se dire que je pense que la personnalité de chacun se retransmet sur le terrain aussi. Donc je me suis quand même assez assagi, assez calmé et ce qui fait que sur le terrain, ça se ressent à des moments et j'ai encore beaucoup de choses à peaufiner, mais être en arrivé là à mon âge, je suis très satisfait et je leur dois beaucoup. Donc merci et merci d'avoir cru en moi. Voilà, c'est ça surtout. Merci, merci Elohim. En tout cas, on se retrouvera la saison prochaine, c'est sûr. Mais bon, tu auras un autre maillot. C'est ça. Merci en tout cas d'avoir répondu présent ce soir pour ce live. Écoute, je te laisse y aller si tu le souhaites du coup. Et à très vite, je l'espère, sur les terrains. Merci. Bonne soirée Merci à tous. Elohim. Merci Elohim. On continue cette émission. Franck, je ne sais pas si tu devais partir aussi. En tout cas, on peut te libérer hein, si tu le souhaites. On avait juste peut-être quelque chose à dire avant, c'est qu'on l'a appris tout à l'heure, c'est la reprise de la Lidl Star League le 23 septembre. David, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en détail dans les conditions qu'elle reprendrait cette Lidl Star League et cette Pro League du coup en tant que vice-président de la LNH? Ouais, alors la Lidl Star League et la Pro League effectivement reprennent avec une semaine d'intervalle. La Lidl Star League donc le 23 septembre. On parle même de la semaine du 23 septembre parce que c'est un petit peu spécial, les reprises, tout peut arriver en termes de jours. La volonté, c'était déjà pour l'ensemble des familles du handball professionnel, c'était d'acter une date, c'était de fixer une date de manière à donner un cap pour les joueurs, pour le staff, pour les partenaires, les supporters, etc., qu'ils se mettent avec la vision claire de la reprise. Par contre, nous sommes dans une volonté de conserver un modèle économique qui permette de tenir l'économie des clubs. Donc, c'est pour cela qu'on met des réserves avec la possibilité de reculer si nous n'avions pas la chance et le plaisir de retrouver nos supporters et notre formidable public et nos partenaires. Donc, on espère que le Covid sera derrière nous. Les chiffres vont dans le bon sens puisque ce qui est annoncé, évidemment, c'est avec le prérequis que la sécurité de tout le monde est avant tout au rendez-vous et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. On est habitué, je l'ai dit souvent à des confrères à vous, nous sommes habitués à gérer des gestions de flux de personnes, de supporters en grande quantité en très peu de temps. Les supporters français arrivent très souvent au dernier moment voir leur match, dans quelques sports que ce soit. Rarement ils arrivent avant, donc ça donne
une vraie expertise dans ce domaine-là. Et j'espère que nous aurons la possibilité par la ministre des Sports d'avoir des salles garnies, bien remplies lors de cette reprise. Voilà. Alors justement, effectivement, la jauge, c'est 5000 personnes. Le problème, c'est que dans les paroles qui ont été dites par la ministre, il y a quand même aussi un peu des suppositions, il y a des questions qu'on peut ressoulever. Elle parlait, tant qu'il n'y avait pas de vaccin, qu'il n'y aurait pas de personnes dans les tribunes, on ne peut pas s'imaginer ça au handball et au rugby, parce que les droits TV ne sont pas, ils sont revalorisés à 15-20%, ce qui est rien du tout par rapport au football. On ne peut pas s'imaginer ça dans le handball. Non, alors c'est vrai que dernièrement, la ministre des Sports a eu cette phrase qui consiste à dire qu'il fallait s'assurer qu'il y a encore de la distanciation sociale et donc un fauteuil sur X mètres carrés pour protéger les spectateurs et les supporters. D'ici là, le 23 septembre, je pense que c'est loin. Je pense qu'on n'a pas encore la possibilité de savoir ce qu'il en sera. Je crois que même elle, elle avance un petit peu sur peut-être des propositions qui sont à l'instant T. Espérons que ça aille mieux. Espérons qu'on aura la possibilité d'avoir nos supporters. Après, s'il faut démarrer la saison avec des salles, j'allais dire, moins remplies, on s'adaptera, on fera au mieux. Je pense que l'État sera au rendez-vous aussi pour sécuriser l'économie du sport professionnel au sens large et pas uniquement le handball, mais je pense, comme vous l'avez dit, au rugby, à des sports qui ont besoin de leur public, de leurs partenaires. Donc, on verra ce qu'il va en être, mais en tout cas, on espère surtout que le Parnasse infernal résonnera très fort avec ses supporters et ses partenaires. Et allez, un petit peu vous aussi, même si le devoir de réserve, ou en tout cas de retenue pendant les matchs, de un peu vous emporter vous aussi. Je crois qu'on nous a repéré, Stéphane, J'ai l'impression. dans la tribune. Hein. Franck, question sur la reprise de l'entraînement. Quand est-ce que ça devrait reprendre les entraînements par petits groupes, dans quelles circonstances et quand? David a une phrase importante, c'est qu'on a maintenant un cap de fixer. C'est le 23 septembre et on a maintenant la capacité de s'organiser avec une date de reprise de la compétition. On avait imaginé plusieurs scénarios avec le staff sur les dates de reprise. Maintenant, on valide une reprise qui se situera entre le 16 et le 20 juillet, qui reprendra par des tests médicaux d'abord, et ensuite par une période de réathlétisation. Et on devrait avoir les premiers matchs amicaux aux alentours du 20 août. Ça devrait être à peu près le moment où on pourra, je pense, reprendre les matchs pré-compétitifs avec le plus de sécurité possible. Parce que là, ce qui va être nouveau à gérer, c'est le manque de compétition, le manque d'entraînabilité des joueurs. Donc, on va prendre notre temps, on va faire attention à la santé et aux capacités physiques des joueurs à pouvoir s'entraîner fort. On aura une période où on les ramènera vers l'entraînement de haut niveau. Et puis, on prendra le temps aussi de bâtir le projet de jeu de la saison prochaine avec peu de changements dans l'effectif, mais avec des changements quand même importants. L'arrivée de Quentin Minel, l'arrivée de Vid Kavichnik qui vont s'intégrer dans le groupe, qui est un groupe fort et solide. Et puis, je pense à la capacité à absorber assez rapidement des joueurs de ce talent et de ce niveau-là. Merci Franck. J'ai une autre question, c'est du coup les salles de sport qui sont fermées, on le sait, l'USAM, vous allez vous entraîner, donc je ne sais plus si c'est le CrossFit à Nîmes. Est-ce que ça va être faisable ou pas encore, parce que du coup, eux, ils sont encore dans l'interdiction de réouvrir. Comment ça va s'adapter? Alors, aujourd'hui, la salle CrossFit de Nîmes ne peut pas accueillir de groupe à l'intérieur de ces locaux. Ils ont organisé de manière extraordinaire l'accueil de ces adhérents
à l'extérieur de la structure. En revanche, étant nous considérés comme sportifs de haut niveau, on pourrait avoir accès au Parnasse. Donc l'entraînement, que ce soit pour des entraînements de type physique, réathlétisation ou handball, pourrait se faire au Parnasse. Encore une fois, et David l'a dit, on parle d'un moment qui aura lieu dans 2 mois, et il y aura certainement des évolutions qui auront eu lieu d'ici 2 mois. Le 2 juin pourrait être aussi un moment de réouverture sous certaines conditions des salles de sport. De toute façon, la priorité, c'est de suivre les directives qui sont émises par le ministère des Sports. Je crois que quand on est sportif de haut niveau, et qui plus est quand on est à l'USAM, on a un devoir d'exemplarité. Donc on se fiera et on acceptera les directives sanitaires et on essaiera, et j'en suis persuadé qu'on pourra le faire parce qu'on a un staff qui est d'une compétence extraordinaire, construire une préparation, quelles que soient les contraintes que l'on nous impose et que l'on respectera. Merci. Et du coup, justement, petite parenthèse sur Mika du CrossFit qui est partenaire du club. Je veux dire, avec Franck, on le remercie, mais du fond du cœur de son investissement auprès des joueurs, auprès du staff, comme il l'a dit. Il s'est mis pendant la période au service des garçons pour être à leur côté s'ils en avaient besoin, etc. Enfin, voilà. Ils méritent, et j'espère qu'ils vont avoir de l'oxygène économique qui va arriver le 2 juin parce que c'est dur et ils le méritent. Merci David. Justement, c'est pour ça que je souhaitais aussi en parler parce que vous êtes aussi partenaire de cette salle de sport et qui plus est d'autant importante pour les joueurs. Stéphane, tu avais une question? Du coup, en fait, une question que j'avais vu déjà revenir. Là, maintenant qu'on a une date au 23 septembre potentielle pour la reprise de la Lidl Star League, est-ce que il va y avoir la réathlétisation des sportifs justement là qui va être faite directement en club, mais maintenant est-ce qu'il va y avoir la possibilité probablement d'organiser des rencontres en milieu clos, mais qui permettra justement aux joueurs de commencer aussi à se mesurer à d'autres ou pas du tout? On va certainement, et je l'espère, d'ici la mi-août, avoir l'autorisation d'organiser des matchs, certainement dans certaines conditions. Et encore une fois, on se fiera à ce qu'on nous indique de pouvoir faire. Si on doit démarrer les matchs de préparation et d'entraînement à huis clos, on respectera la consigne. Si dans ce que l'on a prévu, puisqu'on a prévu quelques matchs à Nîmes, on a la possibilité d'accueillir un peu le public, on verra avec David et avec tous les acteurs du club dans quelles conditions on peut le faire et si on peut le faire pendant la période de préparation. De mon point de vue, mais je laisserai David vous présenter celui du président, le plus important, c'est de remettre les joueurs dans un circuit d'entraînement et de compétition. On a eu un arrêt qui est un arrêt exceptionnel pour les sportifs de haut niveau. Ça correspond à une grosse blessure. Ils ont pu jouer depuis la mi-mars et le prochain match de championnat en compétition officielle, ça sera à la fin du mois de septembre. Donc, il y a eu un arrêt qui est un arrêt très long. Il va falloir prendre notre temps, faire attention à leur intégrité physique et puis faire des matchs pour retrouver le rythme. Ils n'ont pas perdu leur talent de handballeur, mais c'est de l'horlogerie de précision, le sport de haut niveau. Et on ne va pas pouvoir tout de suite aller dans des zones d'intensité, de confrontation, d'opposition qui sont celles du championnat. Donc, on va avoir besoin de matchs amicaux. On verra dans quelles conditions on peut les faire. Mais encore une fois, on se pliera à ce qui nous sera autorisé à ce moment-là. D'accord. Merci. David, du coup, vous êtes en relation permanente avec les instances du handball qui, eux, derrière, sont en concertation avec le ministère des Sports, justement, par rapport à ce qui sera prévu pour la reprise progressive du handball avec le public. Forcément, on s'imagine du gel hydroalcoolique à l'entrée avec des distanciations et peut-être même des plages horaires, comme vous le disiez tout à l'heure. Si le match est à 20h, peut-être arriver à partir de 18h15 par groupe. Ça sera sûrement à envisager
il y aura un protocole établi justement par rapport à ça? Alors, effectivement, mon rôle, en plus d'être à la Ligue, c'est d'être le représentant des clubs professionnels de D1 et de D2. Et à ce titre, on a participé, évidemment. Nous avons été plus qu'actifs, nous avons été anticipateurs, proactifs, etc. pour toute cette séquence que nous vivons, avec toutes les autres branches du handball. Je crois qu'il va y avoir surtout un paramètre très important, c'est l'aspect localisation des clubs, c'est-à-dire que chaque club est dans une région et dans une ville, dans un département, et qu'il va y avoir, c'est évident, la délégation, à mon avis, de ces événements auprès des préfets respectifs de chaque club. Donc nous, il se trouve qu'on a une relation de grande qualité avec le préfet du Gard, M. Loga, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans la compréhension des enjeux, dans la relation, et c'est un passionné de sport. C'est un passionné aussi de l'USAM Gard. Il vient de temps en temps au match. Donc je crois que nous allons surtout, le moment venu, se rapprocher de ces services et de créer sur mesure un dispositif. Après, vous avez raison, il y aura du prérequis. Le prérequis, ça sera les bornes de gel, etc. pour le public. Et on fera en sorte, surtout avec lui et ses services, de faire le meilleur plan possible pour l'arrivée dans de bonnes conditions de nos supporters et de notre public. Parce que c'est pas facile. Mais les préfets seront très importants. Marianne? Je disais, ça sera pas facile de chanter avec le masque, il va falloir trouver des solutions. Si déjà on y est, qu'on a le masque, on se démerdera. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Franck en tout cas d'avoir fait un passage. On ne va pas plus vous prendre de temps. Déjà, on en a débordé un petit peu parce qu'on avait. Moi, je dois aussi vous quitter, les amis. Et David aussi. Du coup, merci en tout cas. Et je l'espère vous retrouver très vite au Parnasse infernal. Profitez, prenez soin de vous et de vos proches. Merci infiniment pour votre soutien. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. L'émission, elle continue bien sûr avec aussi Marian, qui est ancien arbitre, ancien joueur de handball, qui est nîmois mais expatrié à Paris. Donc, on va continuer avec les joueurs qui ont été élus, débattre un petit peu, en parler au moins. Déjà, en débattre de toute façon, les décisions, elles ont été prises, elles ont été tranchées. Et puis, à mon humble avis, elles ont été le plus juste possible. Stéphane, tu ne me diras pas le contraire par rapport aux joueurs élus ce soir et entraîneurs. Ouais, non, je suis pas surpris, même si, c'est vrai qu'au niveau du meilleur entraîneur, j'aurais vraiment misé gros sur Franck, au vu de la saison qui a été réalisée, le parcours de ces joueurs, le nombre de nommés qu'il y a pu y avoir justement de l'USAM. Après, ça reste comme pour tout une compétition et franchement, on a des très très beaux vainqueurs cette année. Après, alors, Marianne, je vais te donner la parole, bien sûr, par rapport au meilleur entraîneur. Bien sûr, donc, le meilleur entraîneur de la saison 2019-2020, élu par les spectateurs, les fans de handball et aussi le jury qui était composé à cet effet, c'est Raúl González, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a été donc élu. Raúl González, c'est son équipe. C'est quand même celle qui a été le moins sanctionnée cette saison, cette courte saison. Mais ça, tout le monde le sait maintenant. Avec une équipe qui a eu un jeu fluide, quand même, qui a eu un seul match nul, que des victoires. Donc finalement, je reviens sur ce que tu disais par rapport à Franck, Stéphane. Raúl González avait aussi son titre à défendre et je pense que même si effectivement Franck avait aussi avait cette possibilité d'être élu meilleur entraîneur et il est quand même dans le top 3
il ne faudra pas l'oublier, sur les 14 clubs de Lidl Star League, finir dans le top 3 des meilleurs entraîneurs, c'est aussi une belle récompense pour lui. Marian, la parole t'est donnée. Raúl González, meilleur entraîneur forcément en tant que aussi supporter du PSG. Je suis d'accord avec Stéphane. En fait, au moment du vote, il y avait un vrai choix à faire entre, je pense, Raúl González qui a la tête d'une machine de guerre qu'est le PSG avec des joueurs dans tous les postes et des grands joueurs partout. Et donc, il y avait ce choix-là de dire voilà, il a les meilleurs résultats de la saison, il a réussi à gérer la machine de guerre, donc c'est le meilleur. Ou il y avait le choix de Franck Maurice qui a David Tevib l'a dit, le 5e budget du Lidl Star League et qui finit 3e au championnat. Donc il y avait voilà, soit le meilleur avec la meilleure équipe qui a les meilleurs résultats, soit celui qui arrive à surperformer par rapport à l'effectif qu'il a, en tout cas par rapport au budget qu'il a. Et visiblement, les votants ont fait le choix d'aller vers les meilleurs résultats plutôt que la surperformance par rapport aux moyens qu'ils avaient. Je pense que les deux choix étaient acceptables. Ouais. Finalement, c'est pas du tout immérité pour Raúl González, comme ça n'aurait pas été immérité pour Franck Maurice. C'est clair que je pense que ça a été, à mon avis, bon, il faudrait voir, mais ça a été un des plus difficiles choix à faire. Moi, je sais que dans mes votes, voilà, il y a eu, j'ai aucunement hésité sur le meilleur gardien. On va en parler juste après, mais c'est vrai que pour moi, le plus difficile était vraiment au niveau de l'entraîneur. Comme tu disais, l'entraîneur du PSG, ouais, il est à la tête d'une machine de guerre et c'est une équipe qui est stratosphérique et comment ne pas le récompenser. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai misé du coup sur une autre façon de voir et plus par rapport au résultat complet d'une équipe et une progression en fait. C'est ça, de toute façon. La progression de cette équipe de l'USAM. On va passer à la suite. C'est le meilleur gardien, comme tu le disais, Stéphane, Rodrigo Corrales, qu'on a vu de nos propres yeux pour la première fois, mais on avait déjà vu à la télé, mais sur un terrain de handball, c'est une machine. Ce gardien de but du Paris Saint-Germain, il nous avait fait une démonstration face à l'USAM pour le dernier match d'ailleurs du championnat. Pour le coup, cette place est totalement méritée, même si David Tebib le disait tout à l'heure, Rémi Desbonnets méritait aussi d'être nommé, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Stéphane, Rodrigo, toi aussi, il t'avait fait rêver ce soir-là. Ce gardien m'a fait vibrer dans cette soirée. C'est, enfin, rien ne passait. Rien ne passait. C'était très dur. On pouvait être Elohim Prandi. Réellement, ça a été une démonstration. Le dernier rempart a vraiment porté son nom. Et d'ailleurs, je le disais à Raúl González à la fin du match, Rodrigo a vraiment fait le match, en plus de la défense. Ouais, c'est ce que je disais en fait. Moi, ce gardien-là, en fait, hormis l'époque de l'équipe de France et notre fameux Titi, à l'heure actuelle, je n'avais pas vu de performance aussi forte en fait. Marian, il y a énormément de super gardiens en France. C'est vrai que moi, je regrette aussi que Rémi n'ait pas été nommé parce que c'est quelqu'un qui en plus a réussi à réinventer un peu le poste. Il est non seulement gardien, mais aussi le premier relanceur de l'attaque. C'est quelque chose que beaucoup d'autres gardiens n'ont pas. Maintenant, il y a tellement de concurrence à ce poste-là sur la Lidl Star League que c'était très compliqué de rentrer dans les trois, visiblement. Mais effectivement, Raúl, c'est un très grand gardien. Il a mis Vincent Gérard sur le banc, c'est quand même pas tout à fait rien. Je pense que ça va être effectivement un gros manque pour le PSG la saison prochaine, puisqu'effectivement il s'en va à Westphal. Merci Marian. On va passer à la suite avec le meilleur défenseur, qui n'est autre que Viran Moros. Lui aussi, joueur du Paris Saint-Germain, ça a été de toute façon une ribambelle de récompenses pour cette équipe qui le mérite. Parce qu'au vu de la saison qu'ils avaient faite, et je pense que la saison aurait continué, ils auraient été dans la même dynamique, surtout aussi en Ligue des Champions, qualifiés pour les 8e de finale. Défenseur, au handball, c'est un poste vraiment important.
et lui a réussi à le tenir et à être dans une régularité du début jusqu'à la fin du championnat. Et vraiment, ce joueur aussi, Viran Moros, mérite d'être, même si les autres aussi, bien sûr, mais lui en particulier le méritait ce soir. Et la décision, le vote, en a d'ailleurs décidé ce soir. Marian, Moi, sur Viran Moros, j'avais aucun doute. Je veux dire, c'est non seulement le meilleur défenseur de la Star League, mais sans doute le meilleur défenseur du monde. C'est un mec, un bourreau de travail, un volume physique incroyable. Et je pense d'ailleurs que c'est pas un hasard si on a à la fois Viran Moros et Rodrigo Corrales qui gagnent le titre, parce que dans la réalité, le gardien, il fonctionne avec sa défense et la défense avec le gardien. Et quelque part, c'est un peu le ticket qui a fait que Paris a été aussi stratosphérique que ça. C'est que d'abord, évidemment, il y a plein de titres qui sont marqués et c'est très bien. Mais des titres, ça se gagne aussi énormément sur la défense. Et ces deux-là font beaucoup dans la défense du pays. Effectivement, c'est cette complicité de Rodrigo et avec donc aussi Viran Moros, mais avec l'équipe. Mais bon, là c'est Viran, de celui qu'on parle. Stéphane, pareil, c'était mérité pour ce joueur du Paris Saint-Germain, ce trophée, cette récompense. C'est à moi que tu causes? Bien sûr, tout à fait. J'ai entendu Stéphane en fait, il disait mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, c'était, excuse-moi, parce que j'étais en train de lire des messages en même temps. Oui, voilà, pareil, hein, quand on voit la défense parisienne, la défense qu'il y avait cette année aussi, bon, il y a rien à redire de ce côté-là, franchement. C'est ce que je dis. Je parlais du mot stratosphérique tout à l'heure. Je vois vraiment pas ce qu'on peut dire de négatif sur un seul des joueurs cette saison, quoi. Et en plus, et c'est aussi important, c'est que Viran et Rodrigo sont des super mecs. C'est-à-dire que autant ils peuvent être hyper physiques, impressionnants, agressifs dans le sens du terme sur le terrain, autant quand ils sont sortis du terrain, je pense qu'ils sont appréciés d'énormément de gens. Ça transcrit aussi, ça paraît aussi dans le résultat des votes. On va passer à la suite parce que bien sûr il faut qu'on continue. Bon, le meilleur arrière gauche, Elohim Prandi, avec aussi sa récompense du meilleur but. On l'a eu juste avant. De toute façon, pour continuer cette émission, vous le reverrez, hein, sa réaction. C'est un joueur qui a effectivement beaucoup travaillé dans un championnat qui est de plus en plus difficile, avec un poste et une récompense qui est méritée parce que la concurrence est liée, et derrière aussi le travail d'équipe de l'USAM pour porter ce joueur à aujourd'hui, ce qu'il est et ce qu'il sera plus tard. On va parler du meilleur ailier droit aussi, c'était Mohamed Sanan, le pharaon de cette équipe. Il s'était excusé de ne pas pouvoir venir ce soir, mais en tout cas, on est ravis pour lui, cet Égyptien nîmois, adopté par cette équipe de l'USAM. Félicitations encore à lui. Le meilleur ailier gauche, c'est sans contester, et pour l'avoir vu à 2-3 reprises à Montpellier cette année à René Bougnol, c'est Hugo Desca qui avait été élu meilleur jeune espoir en 2012 avec 104 réalisations cette année. Hugo, pour lui, c'est aussi mérité cette récompense au vu du travail qu'il a fourni, même si Montpellier a connu cette vague au début de seconde partie de défaite, mais cette équipe de Montpellier n'a jamais rien lâché malgré tout. On félicite Hugo Desca. Stéphane, tu as eu la possibilité avec moi de le voir un petit peu, ce Hugo. Il aurait prétendu aussi à l'équipe de France. Ouais, je pense que discussion. Je pense que comme tu dis, ce joueur, c'est pour moi un des joueurs en devenir, et à voir ce que ça va donner sur la saison prochaine. Mais oui, je pense qu'il pourra, comme tu dis, prétendre derrière
au sacre suprême, entre guillemets, de l'équipe de France. Marian, alors même si tu es aussi plus côté Nîmois, mais le Montpellierin sur le papier mérite son titre de meilleur ailier gauche. Il mérite son titre, il n'y a pas de doute. Et au passage, en tant que Nîmois, on peut même lui dire un petit merci. Parce que je pense que la direction du club de Montpellier n'aurait pas laissé partir Michael Guigou s'il n'y avait pas eu Godeska. Donc, heureusement qu'il était là pour qu'on puisse récupérer Mika. Merci Marian. On continue avec le meilleur arrière droit qui est aussi parisien, qui n'est autre que Nedim Remili. 4 ans après avoir gagné ce titre, il le retrouve à nouveau pour cette saison 2019-2020. Une régularité exemplaire tout au long de cette saison, avec 5 buts en moyenne par match, ce qui n'est pas rien pour Nedim. Il a retrouvé son capital confiance, même s'il n'a pas forcément perdu ou mis de côté, mais bon, 4 ans après, on le retrouve de nouveau à être élu meilleur arrière droit. C'est pas non plus anodin, il travaille sans relâche avec aussi les préparateurs de physique du Paris Saint-Germain. Stéphane, ce Nedim est tout juste incroyable et prochain partenaire de Elohim Prandi. Oui, j'ai peur de ce que ça va donner justement les deux ensemble la saison prochaine. Ça devrait matcher, comme on peut dire. Nedim est pour moi une machine de guerre, c'est le cas, enfin sans vilain jeu de mots, mais en devenir. Et ouais, avec Elohim, si les deux arrivent à faire la paire, ça va faire mal devant. Marian, tu es du même avis que Stéphane et moi pour le coup? Sur le coup, il n'y a rien à dire sur les performances de Nedim. Deuxième Christolienne d'ailleurs, qui a gagné un titre cette année, puisque Hugo Desca a été aussi formé à Créteil. Et puis surtout, ce qui est très fort avec Nedim, c'est qu'il n'avait quasiment pas de remplaçant dans l'effectif du PSG. C'était un peu le poste faible du club cette saison où il n'y avait quasiment que lui qui était vraiment un joueur de grand talent au PSG. Il a été hyper régulier, il a tenu tous les matchs et c'est assez impressionnant au niveau surtout un sport de contact comme le handball, de jamais être pété, de jamais avoir quoi que ce soit, et c'est quand même assez fort. Et puis après, effectivement, sur l'association Prandi Remili, c'est pas mal. On peut attendre du beau. Après, à voir comment elle aussi s'impose à Paris avec des gars comme Niki Hansen ou Karabatic. On sera très attentif la saison prochaine à cette équipe du Paris Saint-Germain qui s'arme bien comme il faut pour cette saison 2020-2021. On va continuer avec les meilleurs arbitres de la saison 2019-2020. C'est Karim Ghazmi et Raouf Ghazmi, élu donc meilleur arbitre de cette saison. On va avoir une pensée à nouveau pour Thierry Dens, qui nous a quittés tragiquement cette année. Ils leur ont rendu hommage aussi à Thierry, justement, dans leur message de la LNH. Il ne faudra pas l'oublier, une pointure de l'arbitrage du handball français. Le meilleur pivot de la saison 2019-2020, c'est, sans surprise, Nicolas Tourna, le joueur du HBC Nantes, âgé de 26 ans, pour sa 3e année de suite. En tant que meilleur pivot, c'est l'homme incontesté pour le coup, mais qui est sur le départ parce que voilà, c'est les aléas, on ne va pas dire ça, mais c'est les joueurs. Forcément, il faut qu'ils arrivent à un moment donné, qu'ils trouvent leur pied, qu'ils repartent, qu'ils aillent voir aussi un petit peu ailleurs comment ça se passe. Et je pense que Nicolas Tourna pourra très bien se retourne très bien pour le coup avec cette élection du meilleur pivot. Marian, forcément, Nicolas, c'était cette saison tout juste magnifique.
Oui, que ce soit avec d'Antoine équipe de France, Nicolas Tournat, il est monstrueux. Il avait en face de lui 2 Parisiens sur le coup, et je pense aussi qu'il en a bénéficié au-delà de son talent du fait que les Parisiens ont partagé le temps de jeu, alors que Tournat, comme Rémilly, il a fait l'essentiel de son équipe. Et là aussi, c'est à noter, surtout sur un poste de pivot où il y a aussi énormément d'impact physique, d'être capable de se maintenir toute une saison, c'est pas facile et c'est fort de sa part. Stéphane, un mot par rapport à Nicolas Tourna, qu'on avait vu à l'USAM d'ailleurs pour notre premier match de Lidl Star League. Alors, tu n'étais pas présent, il me semble, Non. mais je pense que tu avais suivi attentivement cette rencontre entre le HBC Nantes et l'USAM Nîmes-Gard. Nicolas, il va manquer forcément à cette équipe, mais c'est la vie. Bah, ça fait partie pour moi des. Alors après, je me trompe peut-être, mais des piliers de l'équipe nantaise. Alors après, on avait bien Elohim qui était un des piliers aussi de l'USAM. Il y a des piliers de partout, mais du coup, à voir si Nantes sera capable du coup de fournir, de faire un bon recrutement et de fournir une saison identique la saison prochaine. Ils ont un sacré bonhomme qui s'en va, je pense. Le HBC Nantes, deuxième de Lidl Star League, qui était en bonne voie en Coupe d'Europe, mais freiné par le Covid-19. On va continuer avec, et pour finir, il me semble, c'est le meilleur demi-centre de la Lidl Star League, c'est Sanders Sagosen, le joueur parisien avec 28 buts en 3 matchs, en 3 rencontres, joueur incontesté, incontestable, et sur le papier qui était qui n'était pas de toute façon trônable, ce joueur du PSG. Stéphane, Sander Sagosen, c'est juste incroyable. J'ai envie de dire heureusement pour tous les autres adversaires qu'il a fait que 3 matchs. Parce que bon, quand tu es capable de réaliser ce qu'il a fait en peu de temps, voilà, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Il n'y a rien de plus à rajouter. 28 buts en 3 matchs, c'est énorme pour un joueur. Marian, tu peux nous le confirmer, toi qui aussi est un grand fan de handball, ce joueur qui aussi a été élu, et j'allais le dire par la suite, meilleur joueur de la Lidl Star League. C'est incontesté. Il prend la relève de Melvin Richardson, qui avait remporté la saison dernière le trophée du meilleur joueur. Sander Sagosen, c'est de toute façon le joueur incontesté et incontestable, Marian. Il n'y a rien à dire sur Sanger, c'est un talent brut qui fait penser un peu à celui qui était Nicolas Karabatic à ses débuts, c'est-à-dire qu'il a un impact physique quand il pour un arrière de rentrer aussi fort que ça dans des défenses, il va traverser les espaces, il a une excellente vision du jeu au-delà de tout ça. Que ce soit avec le PSG dans sa saison et là aussi avec le Danemark, avec la Norvège, il a été phénoménal. Il n'y a pour moi pas d'autres joueurs plus forts que Sanger, ni en France ni nulle part ailleurs, et même depuis longtemps, je pense, sur la planète handball, c'est sûr. Et là aussi, c'est un gros pilier qui parle pour le PSG. Alors, au niveau national, le PSG reste la machine de guerre, je pense, infernale qui va régner encore quelques années. Sur le plan européen, le départ de Sander Sagosen à Kiel va sûrement être compliqué à gérer dans les saisons à venir. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a donc remporté ce soir beaucoup de trophées, 4 joueurs récompensés, l'entraîneur, le Montpellier Handball qui a aussi eu un joueur de récompensé, l'USAM Nîmes-Gard qui a eu 2 joueurs récompensés, dont un qui a eu aussi le trophée du meilleur but de la saison, et 2 joueurs nantais. Et d'ailleurs, j'allais finir par lui parce que c'est le meilleur espoir, ce Emile Nielsen, ce gardien, ce portier nantais. Je voulais finir par lui parce que la nouvelle génération, c'est lui. Il la transporte, il la fait vibrer. Et
Émile, vraiment, qui a essayé de faire aussi un petit peu l'effort de parler français. Hein. J'espère que la saison prochaine, on arrivera un petit peu. Sinon, Stéphane va se mettre à l'anglais et c'est lui qui fera l'interview. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors. Non, vraiment, Émile, oui. sur la saison, a complètement meilleur espoir. Ça lui convient, hein, même s'il y en avait d'autres aussi. Mais, c'est une belle pépite. Hein. À voir si. Je pense qu'en plus, il peut continuer. Enfin, je ne sais pas ce qui est prévu de leur côté, mais c'est un joueur qui peut continuer à grandir. Qui peut continuer à grandir tranquillement et continuer à développer son potentiel, puisque il a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir très très grand. Eh bien, Marian, Oui. sur Émile. Seulement, il a un potentiel énorme, mais en plus, il est à superbe école. Enfin, la paire de gardiens à Nantes avec Cyril Dumoulin, voilà. On peut imaginer formateur moins compétent que Cyril Dumoulin, qui est quand même un des très très grands gardiens français. Et là aussi, ça démontre juste l'intensité à ce poste-là, poste de gardien. Il y a tellement de très grands gardiens en France. Et il n'y a rien à dire sur Émile qui est en train de se faire une place parmi les tout meilleurs. C'est peut-être même dommage qu'il ne soit pas français, Émile Nielsen. On l'aurait bien pris en équipe de France, mais il y a quand même des joueurs, des gardiens français qui aussi sont bien costauds. On va finir cette émission. On en a fait 55 minutes. On a été ravis de vous animer cette émission d'après révélation de la saison de la Ligue nationale de handball 2019-2020 avec Stéphane. On vous remercie de nous avoir suivis pour ce live et pour les autres parce que Stéphane, on va remercier les personnes qui nous avaient suivis aussi sur le live précédent avec Lussam Lingard. Stéphane, il y avait eu aussi pas mal de suivi sur la vidéo. Hein. Oui, il y avait eu plus de 2300 personnes qui avaient suivi le précédent live. Donc, je pense que l'année prochaine sera une belle saison pour le Total Sport Media sur les différents terrains de Lidl Star League. Là, c'est vrai qu'on arrive sur une période post-confinement et on voit que les lives sont de moins en moins suivis. À l'inverse des vidéos qui sont extrêmement regardées en rediffusion. Donc, je pense que on clôturera très certainement par un très beau live de tennis cette semaine. Tu vas certainement en reparler à la fin. Et après, on sera très heureux de vous retrouver tous, j'espère, d'ici cet été sur certains terrains, quel que soit le sport, afin qu'on puisse vous faire vivre en permanence la magie de ce qu'on peut ressentir, en fait. Effectivement, hein, Stéphane, j'ai rien à redire sur ce que tu as dit de dire de plus. De toute façon, c'est ça le Total Sport, c'est vous faire vivre en temps réel ce qui se passe sur le terrain. Et on l'espère la saison prochaine être aussi sur d'autres terrains, découvrir d'autres sports qui ne sont pas forcément aussi plébiscités. Je pense notamment au hockey sur glace, au baseball, voilà des sports un petit peu discrets, mais qu'on se fera un plaisir de relayer sur nos réseaux sociaux. On a été très heureux, en tout cas, de vous faire vivre cette saison de Lidl Star League 2019-2020 sur nos antennes. Et d'ailleurs, on va vous annoncer ce soir qu'on va créer le Mag Hebdo la saison prochaine, 2020-2021. Et on vous promet plein de surprises pour la saison prochaine en Lidl Star League et encore plus de présence sur les terrains. Merci à Marian d'avoir été présent pour Merci à toi, Marian. ce dernier live handball de cette saison. J'espère qu'on se reverra sur les terrains de Lidl Star League. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Merci et on se retrouve ce vendredi à 18h pour le live du tennis. Pour cette deuxième émission, on va parler de la deuxième phase du déconfinement des tennismen, chose qui est totalement inédite pour pas s'envoyer des fleurs, bien sûr. Hein. À très vite sur Total Sport Media. Au revoir.